Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire. Et cette semaine, une seule dose de J pour cet épisode un peu spécial. Et oui, aujourd'hui, pas d'analyse, pas de classement, pas de news, pas de débat enflammé, juste une parenthèse. Seul aux commandes pour cet épisode, je vais vous exposer pourquoi vous m'entendez souvent dire que le baseball est romantique. On va parler de littérature, de nostalgie et de cette beauté un peu triste qu'il y a dans chaque lancer, chaque swing, chaque défaite magnifique. Je vais me livrer un peu à une expérience un peu différente, vous allez le voir. Une expérience, je dirais, littéraire. Ouais, j'en profite, c'est mon épisode solo, alors installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre le temps d'aimer un sport qui, lui, ne compte pas les minutes. Allons-y. Vous vous rappelez tous cette petite phrase de Moneyball? "How can you not be romantic about baseball?" Le romantisme, c'est pas qu'une histoire d'amour. On a tous une idée du romantisme. Souvent, c'est un mot qu'on associe à l'amour, au cœur qui bat, au coucher de soleil à deux, les silhouettes au bord d'un lac, main dans la main. Mais en réalité, le romantisme, c'est bien plus que ça. C'est une manière de voir le monde, de le ressentir, même avant de le comprendre. Le romantisme naît d'un refus, un refus d'un monde froid, mécanique et raisonnable. Les philosophes des Lumières croyaient en la raison, en la mesure, en la clarté. Les romantiques, eux, choisissent le désordre du cœur. Ils affirment que le vrai, le beau, le vivant ne se calcule pas, qu'il se ressent, qu'il se vit, qu'il s'éprouve. Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Musset, tous ont en commun cette conviction que l'homme n'est jamais aussi vrai que lorsqu'il est traversé par ses émotions. Quand il contemple la nature, qu'il pleure devant un paysage, qu'il écoute le bruit du vent dans les arbres ou le silence d'un soir d'été. Quand il aime, même si cet amour le détruit. Le romantisme, c'est l'exaltation du sentiment, mais aussi la conscience du temps qui passe, la beauté de la nature. C'est le goût de la nostalgie, la beauté du souvenir. C'est ce moment où l'on comprend que rien n'est éternel et que justement, c'est cette fragilité qui rend les choses belles. Et puis, il y a cette idée que la défaite fait partie de la grandeur. Le héros romantique n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui vit intensément, quitte à tomber. C'est Werther, c'est René, c'est Byron mourant en Grèce. C'est l'âme humaine dans toute sa splendeur et sa tragédie. Au fond, le romantisme, c'est accepter de ne pas maîtriser la vie et de continuer à l'aimer malgré tout. Le romantisme comme regard sur le monde. Le romantisme, c'est transformer le banal en sublime. Un simple chant devient un paysage, un silence devient une prière, un instant devient un souvenir. Le romantisme ne cherche pas la perfection, il cherche la vibration. Cette petite faille dans la beauté, cette émotion qui tremble, cette lumière qui s'éteint doucement sur un visage ou un horizon, c'est là que se trouve la poésie du monde. Le romantisme, c'est aussi le temps suspendu. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il ne s'inscrit pas dans la vitesse ni dans la performance. Il s'étire, il s'installe, se prolonge. Il laisse au cœur la place de battre librement, d'un frisson, d'une émotion, voire d'un souffle qu'on en retient. Et c'est peut-être là qu'on commence à comprendre le lien avec le baseball. Parce que le baseball, lui aussi, refuse la logique du temps et de la mesure. Il n'y a pas d'horloge. Il se joue dans un espace qui n'est pas contraint par la durée, mais par l'histoire qu'il raconte. Au baseball, on ne sait jamais quand la partie va finir. On sait seulement qu'à chaque lancer, à chaque souffle, quelque chose peut se passer. Comme dans un roman où la tension monte, redescend, puis explose sans prévenir, c'est un sport qui, comme le romantisme, se vit dans l'attente et dans l'intensité du présent. Et si Rousseau célébrait la nature comme le miroir des émotions humaines, le baseball, lui, célèbre le paysage humain, les regards, les silences, les gestes, les imperfections, les moments suspendus d'une balle frappée en plein champ extérieur dont on ignore encore le destin. Un champ de terre battue
et d'herbe verte devient un théâtre où se rejoue, soir après soir, la beauté fragile de la vie. Le romantisme et le baseball ont cette chose en commun. Ils transforment la simplicité en émotion. Un mot, un geste, un lancer, et tout bascule. Le romantisme, c'est l'homme face à son destin. Le baseball, c'est le joueur face au lanceur. L'un cherche le sens, l'autre cherche la balle. Mais tous deux veulent la même chose, un instant de vérité. Le romantisme du baseball. Le baseball, c'est peut-être le dernier sport romantique, parce qu'il ne se contente pas de raconter des matchs. Il raconte des histoires de transmission, de patience, de mémoire. Des histoires qui se jouent sur un terrain, mais se vivent dans le cœur. Un sport entre nostalgie et tradition. Le baseball, c'est le souvenir du premier match avec son père, le bruit du cuir, d'une balle qui se loge parfaitement dans le gant, le craquement du bois, ce fameux pop d'un swing qui trouve le sweet spot, le crépitement des cacahuètes, le goût du soda tiède au fond d'un vieux stade, l'odeur des hot dogs, des bières. C'est un sport qui vit dans la mémoire collective comme un album photo. Il jaunit, imparfait, mais il reste précieux. Chaque fan a son souvenir de baseball. Un home run vu à la télévision, un premier paquet de cartes, une première casquette, un souvenir ramené d'un voyage aux États-Unis, un match d'été, trop long pour les enfants mais trop court pour les rêveurs. Le baseball, c'est le sport des souvenirs partagés. On y parle du Babe, de DiMaggio, de Koufax, de Jackie Robinson, comme on parle de Hugo ou de Baudelaire, des figures de légende, des héros d'un autre temps, et leurs fantômes, qui hantent encore les lieux de leurs exploits, qui apparaissent à l'automne, à la tombée de la nuit, quand l'air se refroidit et que la chaleur de 50 000 fans rencontre ce froid, pour créer une mince pellicule de brume au-dessus du terrain, traversée par l'éclairage du stade. Ces fantômes qui viennent pousser une balle un peu plus loin ou la faire se loger dans un gant. Le romantisme du baseball, c'est cette conscience du passé, cette façon d'aimer le sport, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été, de la même manière pour les deux. Le temps suspendu. Le baseball ne se joue pas contre la montre, pas d'horloge, pas de compte à rebours. Contrairement aux autres ligues majeures où le coup de sifflet final marque la fin, où, à mesure que le temps s'égrène, les espoirs fondent, ici, tant que la balle est en jeu, tant qu'il reste de la vie, tout est possible, même l'impossible. C'est un sport qui s'étire, qui respire, qui prend son temps. Le temps d'un lancer, le temps d'un regard entre le lanceur et le frappeur, le temps d'un souffle dans le stade avant que la balle parte. Ce silence avant le contact, ce battement suspendu, c'est du romantisme pur, parce que le romantisme, c'est justement ça, le refus de la hâte. C'est le choix de la lenteur, de l'attente, de l'intensité contenue. Le baseball, c'est un poème sans métrique. Il commence quand il veut, il finit quand il peut. Et dans cet espace, entre deux manches, entre deux respirations, il nous donne le temps de ressentir. Même nos souvenirs de match s'étirent, comme un ralenti. Repensez un instant à une action. Elle est suspendue. Fermez les yeux, vous la voyez. N'est-elle pas au ralenti? L'atmosphère et les émotions. Regardez un stade de baseball au crépuscule. Les lumières s'allument. Le ciel se teint d'orange. La foule se tait. Les chants se mêlent au bruit de la ville. Les conversations s'effacent au premier lancer. Il y a dans cette ambiance quelque chose de sacré, comme une messe laïque. Chacun y vient avec ses espoirs, ses peurs, son besoin d'y croire encore, ou juste de savourer le moment sans pression du temps. C'est une vraie parenthèse dans nos vies rythmées, où parfois rien ne s'arrête. Tout est en continu. Mais là, au stade, vous naviguez, vous vous laissez porter par le match, vos envies,
et les quelques pièces et billets qu'il vous reste en poche. Et quand la balle s'envole dans le champ extérieur, on retient son souffle. Parce que dans ce moment suspendu, tout peut basculer. La gloire, la défaite, la légende. C'est ça la magie du baseball. Une émotion qui naît du rien, du presque rien. Les histoires humaines. Ce qui rend le baseball profondément romantique, ce sont les destins humains. Des hommes faillibles, souvent blessés, parfois brisés, qui continuent malgré tout. Ce joueur dans un slump qui dure depuis bien trop longtemps, dont on n'attend presque plus rien. Il est fini. Puis, il frappe le coup de sa vie, à un moment inattendu, où même lui ne semblait plus y croire. Celui qui revient d'une blessure ou qui joue son dernier match sans le dire à personne. Le rookie qu'on n'attendait pas et qui devient le héros d'une nuit. Chaque saison, chaque série, chaque match est une tragédie en miniature. Des triomphes et des chutes, des sacrifices et des secondes chances. Le romantisme, c'est aussi ça, l'éloge de l'imperfection. Le baseball ne célèbre pas que les champions. Il célèbre ceux qui essaient encore, ceux qui se sont relevés de la poussière, du dirt. Mais toute beauté porte en elle sa propre mélancolie, car là où il y a victoire, il y a aussi l'ombre de la défaite. La beauté de la défaite. Et puis il y a cette chose rare, la défaite belle, celle qui fait mal, mais qu'on garde en mémoire comme une chanson triste. C'est le romantisme dans sa forme la plus pure. Souffrir, mais aimer quand même. Parce qu'au baseball, on perd plus souvent qu'on ne gagne. Même les plus grands échouent 7 fois sur 10. Et pourtant, ils reviennent. Ils frappent. Ils courent. Ils espèrent. Ils continuent d'aimer ce jeu qui, parfois, ne leur rend rien. C'est peut-être ça, au fond, le romantisme du baseball. Aimer un sport qui nous brise le cœur et y retourner le lendemain, comme si ne rien n'était. C'est dans cette douleur belle que réside tout le charme du baseball. La victoire a son éclat, mais la défaite a son âme. Et parfois cette âme se révèle dans un seul match, un seul instant. Un Game 7, un pop qui vous fait lever les yeux dans le ciel comme un enfant qui entend au loin un feu d'artifice. Une balle qui s'envole dans la nuit, un stade qui retient son souffle. Et c'est là, dans ce silence suspendu, que tout commence. Avant la dernière danse, on ne tombe pas dans un Game 7 par hasard. On y arrive épuisé, transcendé, parfois brisé. Et ces World Series 2025, entre les Blue Jays et les Dodgers, auront été tout sauf ordinaires. Une œuvre en 7 chapitres, oscillant entre domination, imprévu et résilience. Le décor, une série d'équilibres. Toronto avait ouvert la série à la maison dans un déluge d'énergie. Le Game 1 et le grand slam d'Addison Barger avaient planté le décor, celui d'une équipe qui refusait encore de n'être qu'un presque. Mais Los Angeles, cette machine forgée dans les séries, avait répondu. Game 2 pour Ohtani et Freeman, rappelant à tout le monde que la gloire n'appartient jamais longtemps à un seul camp. À Los Angeles, le Game 3 fut un marathon de 18 manches, une nuit d'usure mentale et physique. Puis vint le Game 4, celui de Bieber contre Ohtani, la victoire de l'intelligence sur la puissance. Toronto avait su dompter la furie d'Ohtani, comme si le vent avait tourné. Le Game 5, à son tour, devient la consécration du renouveau. Savage, le rookie, lança comme un vétéran. Vladdy et Schneider frappèrent leur première note du rêve d'une nation entière. À 3-2 dans la série, le Rogers Center n'avait jamais été aussi bruyant. Tout un pays commençait à y croire. Mais le Game 6 changea le ton à Toronto. Un match d'échecs, presque trop parfait, où chaque move était anticipé. Yamamoto, glaçant, neutralisant les Canadiens. Kike Hernandez et Miguel Rojas signèrent l'un des plus beaux doubles jeux de la série, comme si le baseball refusait de laisser Toronto écrire la fin. 3-3. Une dernière danse, pour tout décider.
Les personnages, 2 visions du monde. Toronto, le cœur d'un pays. Toronto, la plus européenne des villes nord-américaines. Une ville de paradoxes, polie et bruyante, moderne et pleine de mémoire. Les Blue Jays, c'est le dernier bastion d'un pays entier, car le Canada n'a qu'une équipe, celle-là même qui avait fait rêver le continent en 1993. Avant que la grève et la cupidité n'engloutissent les Expos de Montréal. Depuis, chaque automne, le baseball au Canada porte un écho de ce passé perdu. On avait raillé toute la saison les Blue Jays, les rois des occasions manquées, les losers de la off-season. Mais quelque chose a changé au cours de l'année. La prolongation du contrat de Vladimir Guerrero Jr., l'enfant de Montréal, le fils du pays, un signe que l'espoir pouvait renaître, et avec lui, l'idée que le Canada pouvait à nouveau rêver. En face, Los Angeles, la cité des anges et des fantômes. Face à eux, les Dodgers, une équipe plus mythique que moderne, où chaque victoire porte le poids de la ville qui l'abrite. Des gradins du Chavez Ravine, on sent les âmes latines qui portent cette franchise depuis le Bronx. Los Angeles ne joue pas simplement pour gagner, elle commémore. Et c'est là que le baseball devient presque mythique. Quand Freeman frappe le walk-off à Cher en World Series 2024, on jure voir un ange descendre sur le stade. Cet ange qui lie toute une communauté latino-américaine à un stade, à une équipe. Ce peuple qui célèbre ses morts vient communier dans un Dodger Stadium construit sur le cimetière de leurs ancêtres. Un an plus tard, cet ange semble encore planer au-dessus du club. Celui qui relie les Freeman, Betts, Ohtani, Yamamoto, avec toute une communauté, avec leur destin. Les Dodgers, ce ne sont pas seulement une équipe, ils sont une mémoire vivante, une mémoire du lieu et du sport. La nuit du Game 7. Tout est en place. Un pays contre une cité. L'espoir contre l'histoire. Toronto pour la mémoire de ses pères, Los Angeles pour les fantômes de ses collines. Il ne reste plus qu'une nuit. Une nuit où le temps n'existe plus, où chaque lancer peut changer le destin. Une nuit romantique. Parce qu'elle n'est faite que de frissons, de peurs, de belles illusions. Et quand la batte de Kirk se brisa plus tard, avec tous les espoirs d'une nation, on se dira peut-être que c'était déjà écrit. L'instant avant la tempête. Comme je vous l'ai dit, un Game 7, ce n'est pas un match. C'est une frontière. Le moment où tout ce qui a été vécu avant ne compte plus. Et où tout ce qui suivra dépendra d'un seul swing, d'un seul lancer, d'un seul regard. Toronto, ce soir-là, respire la foi d'un peuple. Dans les gradins du Rogers Center, on ne parle plus que d'une chose. C'est plus qu'un simple titre. C'est une rédemption. Celle d'un pays qu'on avait oublié sur la carte du baseball. Celle d'une génération de joueurs qu'on disait incapables de finir. Celle de Vladimir Guerrero Jr., l'enfant revenu à la maison pour offrir à tout un peuple ce qu'il croyait perdu depuis 1993. De l'autre côté, Los Angeles avance sans peur. Les Dodgers ont connu le chaos, la gloire, les miracles, les blessures. Mais ils ont gardé ce que peu d'équipes savent conserver, la sérénité du destin. Ils ne cherchent plus à prouver, ils viennent seulement conclure. Entre les deux clubs, il n'y a plus de plan, plus de statistiques, plus de calculs. Il ne reste que le présent pur. Ce moment suspendu avant la première balle. Ce silence avant la clameur. Cet instant où le romantisme prend corps. Le baseball n'a pas d'horloge, mais il a une âme. Et cette âme, cette nuit-là, allait choisir son camp. Écoutez un instant. Écoutez le murmure de la foule, le froissement des drapeaux, le bruit sourd du cuir dans le gant. C'est là que tout commence. Ce Game 7, c'est la perfection dans le chaos, la tragédie romantique des Blue Jays. Il y a, avant certains drames,
une clarté presque insolente. Toronto, jusque-là, joue juste, propre, presque simple. Le plan est net. Schwerzer ouvre en vieux maestro. La défiante flanche de Vladi verrouille les angles. L'attaque choisit ses moments. Avant l'orage, Toronto écrit le match parfait. Puis le premier frisson arrive. Springer va sur base. Wild pitch. Le voilà en position de marquer. Et l'on devine déjà que quelque chose peut basculer. On offre le walk intentionnel à Vladi. Et Bobichette frappe le tonnerre. 442 pieds au centre. Home run à 3 runs. Celui qu'on nommait le Sky Dome explose. Los Angeles, pourtant, ne se brise pas. Will Smith répond par un double. Teoscar Hernandez claque un sac fly. 3-1. La tension est là, palpable. Mais Toronto garde les commandes. Jiménez redonne de l'air avec un double RBI en 6e. 4-2. On se dit alors que le scénario est écrit, que la ville aura droit à sa fin heureuse. Et au cœur de cet équilibre, Vladi livre le match défensif d'une vie. Le full territory dompté. Un double jeu 3-6-3 exécuté comme dans un manuel. Main douce et retour sur base d'une perfection glaciale. Ce soir-là, Vladi ne joue pas seulement première base. Il incarne la franchise et tous les espoirs d'un pays. Le temps se plie. Les Dodgers gagnent le moment. Le romantisme n'est pas l'art de dominer, c'est l'art de surgir. 8 manches, Toronto maîtrise. Puis le jeu, soudain, se contracte. 8e manche, une slider un peu molle. Max Muncy la lie et la claque en tribune. 4-3, un seul lancé, et tout redevient fragile. 9e manche, Miguel Rojas, le vétéran de l'ombre, égalise d'un home run à gauche. 4-4. Le Rogers Center passe de la confiance à la stupeur en abattement de cils. Et Rojas ne s'arrête pas là. Sur une balle frappée au sol, avec les bases en mouvement, le jeu au marbre est tenu. L'égalisation préservée d'un cheveu. Ici, les millimètres, les millisecondes écrivent l'histoire. 10e manche. Les Dodgers menacent encore. Paresse se fait couper au marbre sur un force out. La dramaturgie reste à son point d'ébullition. Toronto s'en sort, mais on sent que le temps romantique a déjà changé de densité. Plus rien ne s'étire. Tout se resserre. L'instant de vérité. Un swing, puis le silence. Haut de 11e manche. Shane Bieber entre. 2 retraits rapides. Et Will Smith. Une slider. Qui reste un soupçon trop honnête. Un swing compact. Home run à gauche. 5-4 Dodgers. Le genre de balle qui ne trace pas seulement une trajectoire. Elle dessine une cicatrice. Bas de 11e manche. Le romantisme refuse de mourir sans poésie. Guerrero Jr. cogne un double. Isaac Inerfalefa le pousse en sac bunt. Barger obtient le walk. Il reste une frappe à écrire. Alejandro Kirk s'avance. Yamamoto en face. Balle au sol vers l'arrêt court. Double jeu 6-3. Mookie Betts. Lui, qui se disait mauvais sur cette série. Lui, qui s'en voulait de ne pas plus aider son équipe. Lui, qui surgit sur la seconde base et s'envole pour délivrer un relais parfait à Freeman en une. Le match s'éteint, sans chrono, comme s'il avait décidé de conclure sur un simple roulement. La beauté la plus cruelle est souvent la plus simple.
Ce que le Game 7 nous dit du romantisme. Toronto a tout bien fait pendant 8 manches. Plan, exécution, geste juste. Mais le romantisme n'offre pas la victoire à ceux qui méritent. Il choisit son instant. Les Dodgers ont perdu la plupart des chapitres. Ils ont gagné la dernière phrase. Muncy pour rouvrir l'histoire, Roras pour la sauver, Smith pour l'achever, et Yamamoto pour sceller la couverture autour. Ce Game 7 est un miroir, du temps suspendu, aucune horloge, juste des instants à dompter, de la nostalgie. On se souviendra de la batte brisée de Kirk au milieu des Dodgers célébrant la victoire, de la défaite sublime. Toronto ne s'effondre pas, il perd magnifiquement. Le baseball ne récompense pas toujours le plus fort. Il révèle le plus juste au moment juste. Game 7, c'est le roman en une nuit. Toronto a écrit les plus belles pages, mais les Dodgers ont signé la dernière ligne. Et sans doute, vous comme moi, vous êtes réveillés le lendemain avec une certaine nostalgie d'une série qui venait à peine de finir. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi, pour moi, le baseball est romantique. C'est pas seulement un sport, c'est une façon de sentir le temps, d'aimer les silences, d'accepter la beauté, même quand elle fait mal. Et si vous aussi, vous vous êtes réveillé avec cette nostalgie douce d'une série terminée, c'est que vous aimez ce jeu autant que moi. C'est tout pour ce soir. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Semaine prochaine, vous retrouvez Jérémy pour son épisode spécial à lui. En attendant, vous n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le Discord communautaire comme d'habitude et réagir avec nous sur X, sur Insta. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne route si vous êtes en voiture, un bon appétit si vous mangez, un bon caca si vous êtes aux toilettes, mais attention, safety first, jamais les deux en même temps. L'hygiène, c'est primordial. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël et à dans 2 semaines. Ciao, ciao!